Jean-Luc Romero. Michel, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, Jean-Luc Mélenchon s'impose désormais à la tête d'une alliance des gauches baptisée Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUP, NUPS, enfin je ne sais pas comment vous le prononcez. NUP, parce que NUPS, RPS, ou je sais pas quoi, ça fait un peu bizarre quoi. NUP, c'est pas mal. NUP, hein, ouais. on dit NUP. Wow. J'espère qu'ils trouveront mieux, parce que quand même... C'est quand même pas terrible. C'est pas très sexy, non, NUP quand même. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, ceci dit, la politique n'a pas non plus vocation à être forcément sexy. Ah bah il y a un peu de marketing quand même. Ah oui, bien sûr, il faut se faire élire. Et voilà. Donc la NUP, j'appartiens à la NUP. Oui. On l'écoute Jean-Luc Mélenchon se féliciter. C'était à Paris, c'était samedi, à la convention d'investiture des candidats de cette fameuse NUP. À cette heure, nous sommes en train, bien sûr, d'écrire une page de l'histoire politique de la France. Et puis, on peut se comparer. Il n'y a qu'à regarder ailleurs. En Allemagne, où paraît-il, c'est le championnat du monde de la rigueur. 8 mois la première fois, 6 mois la deuxième. En Belgique, 1 an et demi. En Espagne, 3 élections. Et nous, 13 jours. Ce qui n'avait été fait ni par le cartel des gauches, ni par le Front populaire, ni par la Libération, ni par mai 68, ni par le programme commun, nous l'avons fait. Alors, est-ce que vous partagez cet enthousiasme, ce lyrisme ? Vous savez, moi je fais partie quand même de ceux qui ont soutenu Anne Hidalgo. Alors, je vais quand même pas faire semblant d'être aujourd'hui très heureux que tout se passe bien. On a quand même pris un coup sur la tête qui est quand même terrible. Le score d'Anne Hidalgo, que je trouve d'ailleurs extrêmement injuste, parce qu'elle avait vraiment une histoire à raconter aux Français, que ça a été une candidate super sérieuse, qui avait un vrai programme, et puis on n'a pas été audible du tout. Ouais, mais justement, les candidats sérieux qui avaient des vrais programmes n'ont pas forcément été audibles. Parce que Valérie Pécresse, elle dit la même chose. Elle dit elle a raison, parce que je suis désolé, on était dans le bruit et la fureur. Rappelons-nous quand même, il y a quelques mois où on ne passait notre temps qu'à voir Zemmour à la télévision. C'était quand même pas très rassurant quand même tous les jours de voir ça. Et puis c'est vrai, des candidates. Parce que quand vous dites Valérie Pécresse, on voit quand même que la façon dont on traite les femmes en politique n'est pas la même que pour les hommes. C'est quand même une vraie réalité. Elles ont subi oui, bien sûr qu'elles ont subi. Anne Hidalgo, quelque chose de commun là-dessus. Oui, elles ont subi quelque chose de commun. Regardez, on parle que de la forme. Quand elle avait fait son meeting raté, c'est vrai qu'il était raté. Faut être honnête, mais en même temps, on s'occupait de la forme. Est-ce qu'on ferait la même chose si c'était un homme ? Moi, j'en suis pas persuadé. Parler de la tenue des femmes, des trucs, etc. On en est quand même encore là aujourd'hui. On est en 2022. Il faudra arrêter. Et c'est vrai qu'il y a un problème dans ce domaine-là. Puis on était dans une élection machiste avec des Zemmour. Et il y a un moment, c'était difficile pour des personnes qui voulaient avoir un discours de modération d'être entendues. Et là, pour vous aujourd'hui, c'est difficile d'être enthousiaste au fond. Évidemment, c'est difficile parce qu'on est quand même très triste. Vous imaginez quand vous êtes le soir des élections, même si on avait des sondages qui nous l'annonçaient, quand vous êtes, moi j'étais évidemment au siège avec Anne Hidalgo, et que vous voyez que vous faites même pas 2%, il y a quand même peut-être une idée d'injustice. Maintenant, la politique n'est jamais juste. Ça veut dire qu'il faut faire le deuil d'une certaine idée du socialisme. Oui, mais c'est parce qu'il faut évidemment qu'il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses sur lesquelles il faut revenir. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a quand même, quand on le voit sur le terrain, nombre de jeunes élus en France, de maires, de présidentes de conseils régionaux, etc., qui sont là. Et voilà, je pense que pour l'avenir, le socialisme va forcément se renouveler. C'est la nature a horreur du vide. Donc il va forcément se passer quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Là, on est dans un truc qu'on ne contrôle pas. Voilà, mais là, l'histoire de la gauche est en train d'essayer de s'écrire, et les socialistes ne tiennent plus le stylo. Ils n'ont pas tenu le stylo, parce que quand on voit le nombre de circonscriptions qu'ils ont... ils n'avaient pas pu tenir le stylo. J'en ai moi-même fait les frais, donc je sais de quoi on parle. Vous avez dû laisser votre place à une candidate d'écologie des Verts, parachutée. Voilà, et oui, qui est sûrement une femme très bien. Je l'ai pas encore rencontrée, parce que je pense qu'il faut un tout petit peu d'élégance, et que pour l'instant il n'y en a pas eu vraiment comme on pourrait l'espérer. De son côté, pas d'élégance. Non, mais je parle globalement des politiciens qui ont négocié. Mais je veux dire, c'est vrai, quand on est député de l'Essonne, quand on a été conseillère municipale de l'Essonne, on sait bien d'être un peu fidèle à ses électeurs. Maintenant, c'est sûrement quelqu'un de très bien, mais en même temps, voilà, c'est des drôles de méthodes, surtout de la part d'Écologie Les Verts, qui nous donnent toujours des leçons sur l'éthique, la morale. Ça leur pose pas de problème qu'une élue de l'Essonne quitte ses électeurs, parce qu'elle n'a plus aucune chance d'être élue là-bas, pour venir dans notre circonscription. Je pense qu'à un moment aussi, ça, il va falloir y réfléchir, parce que ça, c'est pas non plus une belle nouvelle façon de faire de la politique. Alors, je le précise à nos téléspectateurs, c'est la 8e circonscription de Paris. Voilà, donc au fond, vous avez payé le prix de la NUP. Ouais.
Ouais. J'ai payé le prix de la nuit, puis quand on voit qu'a priori, il y a même aussi des candidats homophobes qui sont investis, on se dit on préfère désigner parfois des candidats homophobes que des homosexuels. Mais bon, je vais pas être, parce qu'il y a forcément toujours un peu d'aigreur, là j'en ai tellement pris sur la tête depuis quelque temps, donc je vais pas être dans l'aigreur. Parce qu'il y a quand même quelque chose... Je suis déçu, forcément, parce que moi, vous savez, je suis élu du 12e depuis longtemps, je travaille le terrain, je suis connu sur beaucoup de questions, je vois les gens au quotidien, et voir d'un seul coup quelqu'un qu'on n'a jamais vu qui arrive, évidemment que ça fait pas plaisir. En même temps, je sais qu'il y a cette aspiration de gauche. Parce que ça, je suis obligé d'en convenir pendant toute cette campagne. Moi, j'ai fait des marchés quasiment tous les week-ends depuis le mois de décembre pour Anne Hidalgo, et puis après, évidemment, pour ma propre campagne. Et les gens venaient nous voir en nous disant, on vous aime bien. Mais on en a marre au deuxième tour de voter, d'avoir le choix entre l'extrême droite et Macron. Voilà. Et il y a une aspiration à la gauche. Et c'est vrai que le NUP, je ne sais pas comment on l'appellera, répond quand même à cette aspiration. Il faut être honnête. Pourquoi ça s'est cristallisé sur Jean-Luc Mélenchon? Parce que c'était pas évident, au fond, cette cristallisation chimique. D'abord, la personnalité de Mélenchon. C'est vrai qu'il avait un score de base qui était déjà important. De la dernière présidentielle. Et puis, je suis désolé, mais quand vous avez pendant 5 mois des sondages qui vous donnent les 3 autres candidats de gauche à moins de 5%, ou en tout cas autour de 5% pour les Verts, il y a un moment, quand on a vraiment envie d'avoir un candidat de gauche au second tour, eh bien voilà, et je pense qu'il Ça s'appelle du vote utile. Là, il y a eu un vote utile incontestable, personne ne pourrait dire le contraire. Bien sûr, mais même pas lui, d'ailleurs, bien sûr, même pas lui. Bien sûr. Mais donc le vote utile, ça s'appelle Mélenchon aujourd'hui. Ça s'appelle Mélenchon. Et à partir de ça, il a réussi au fond, un coup de force politique. Oui, en même temps, moi je l'entends ces jours-ci, Mélenchon, il ne faut pas en faire le diable, hein. Il a aussi beaucoup de qualités, c'est un homme d'une grande culture, c'est un homme qui a des convictions, réellement. Maintenant, voilà, il y a des sujets sur lesquels on a des inquiétudes et sur lesquels il va falloir vraiment travailler ensemble. Je pense par exemple à l'Europe. Les convictions ne sont pas les mêmes entre eux et vous. Alors, sur plein de sujets, par exemple, sur tous les sujets sociétaux, moi, par exemple, j'ai beaucoup de convergences avec Jean-Luc Mélenchon sur le droit de mourir dans la dignité, sur les questions de société, mais sur les questions européennes, sur l'OTAN, sur l'OTAN, sur les droits humains, sur les droits humains, c'est une des questions sur lesquelles et notre inquiétude vis-à-vis de l'Ukraine, même si en ce moment il est en train un peu de nous rassurer. Voilà, il va falloir qu'on travaille ensemble parce que ces convergences, elles ne se font pas non plus en 3 jours. Et il faut reconnaître qu'on ne se parlait pas avant. En tout cas entre partis. Aujourd'hui, il faut se parler et faire ça en quelques jours avant une législative, c'est quand même extrêmement court. Sauf que vous êtes captif de leur succès, au fond, aux Insoumis. Donc vous n'êtes pas en position dans ce dialogue, vous n'êtes pas en position de force. Dire le contraire, ce serait faux, tout le monde le sait bien. Oui, mais c'est cette réalité. Aujourd'hui, au fond, il faut mettre ça un peu sous silence et essayer d'avancer ensemble. Il ne faut pas mettre sous silence ces valeurs. Jamais. Jamais. Et de fait, les socialistes le font, là. Mais vous savez, une coalition, c'est toujours des compromissions. Forcément, il faut à un moment que chacun apporte les choses. Aujourd'hui, moi, j'ai entendu les dernières interventions de Mélenchon, par exemple, sur l'Ukraine. C'est plus le même discours que celui qu'il tenait pendant la présidentielle. Donc, ça me satisfait. Et sur l'Europe, eh bien, oui, vous savez, que ce soit les Verts, que ce soit les socialistes, on est des Européens convaincus. Et là-dessus, on voit à quel point on a un besoin d'Europe et à quel point l'Europe est indispensable. Eh bien, voilà, chacun va faire des pas l'un vers l'autre. Il faut les faire sur les droits humains aussi. On peut pas être ami avec tous les dictateurs. Et il faut défendre les droits humains, il faut défendre les droits humains en Chine, il faut défendre les Ouïghours, il faut défendre, voilà, il y a des sujets sur lesquels il faudra qu'on soit tous clairs dans cette coalition. Alors, à ce stade, même si on va s'en tenir à la question de l'Europe, il n'y a pas exactement la même vision de l'Union européenne chez les Insoumis qu'au sein de ce qui reste du Parti socialiste. Il suffit d'écouter Adrien Quatennens ou Alexis Corbière ce matin pour en être parfaitement convaincu. On va les écouter. Le problème, c'est pas désobéir pour désobéir. Nous ne sommes pas des enfants insolents. Les objectifs sociaux, écologiques que nous nous fixons ne peuvent être bridés par des traités européens. Il n'y a pas de rupture écologique, sociale et démocratique possible dans le cadre strict du respect de ces traités. S'il s'agit de faire mieux socialement et mieux écologiquement, alors oui, nous sommes prêts à désobéir. Ça s'appelle prôner la désobéissance. Ça, c'est un désaccord réel. Bien sûr. Mais je vous dis, une coalition, on verra quand on sera au gouvernement, ça ne se passe pas comme ça et ce n'est pas aussi simple. On peut taper du poing tant qu'on veut sur l'Europe. Je vous rappelle quand même qu'il y a des traités, des règles. Vous voulez dire que le principe de réalité les rattrapera? Bien sûr que ça rattrapera. Ça rattrape tous les hommes politiques ou toutes les femmes politiques, toujours. C'est une évidence.
Alors, Emmanuel Macron ne veut pas laisser à la gauche, n'est-ce pas, le monopole du renouveau. Hein. Vous avez vu que désormais la République En Marche a été rebaptisée selon le souhait d'Emmanuel Macron. Ça s'appelle maintenant Renaissance. On ne savait pas qu'ils étaient morts, mais on l'apprend. Enfin, c'est quand même un peu bizarre comme nom. Il manquait plus que Résurrection et tout y était, quoi. Oui, peut-être qu'il a hésité d'ailleurs. Peut-être. Donc ça s'appelle Renaissance et a été créé ensemble, hein, un groupe qui rassemble Renaissance, donc Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et le MoDem de l'éternel François Bayrou. Et le discours d'Emmanuel Macron se veut novateur. Mais pourtant, on a remarqué quand même, vous allez voir ce montage, qu'il est très proche, ce discours, de celui de 2017. On regarde. Partout, on se demandait si les Français allaient décider à leur tour de se replier sur le passé, là où de nombreux peuples ont décidé le repli, ou si, au contraire, ils allaient embrasser l'avenir. Le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir. La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. La conscience de la gravité des temps m'accompagne. Agir de manière juste et efficace pour notre peuple. Oui, agir sans relâche. C'est assez éloquent, non? Bah, c'est un copier-coller, quoi. Enfin, ils sont pas beaucoup fatigués, ces conseillers, pour lui écrire son discours. Mais évidemment, enfin, on voit bien qu'il n'a pas changé. Moi, je vais pas entrer. C'est pas, voilà. Emmanuel Macron est un démocrate. Au deuxième tour, comme évidemment énormément de Français, j'ai voté pour lui parce qu'il est hors de question de voter pour cette extrême droite qui est toujours là et qui est plus que jamais présente. Mais voilà, pour nous, en tout cas, quand on est progressiste, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce quinquennat. Déjà, la retraite à 65 ans, personne n'en veut. Ça va toucher encore une fois de plus les plus fragiles, les plus faibles, ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Voilà, et tout ce qu'il nous annonce, c'est quand même d'abord un programme de droite. D'ailleurs, aujourd'hui, il est clairement de droite. On va voir dans quelques jours ce qu'il va faire. Mais enfin, c'est quand même aujourd'hui l'homme de droite. D'ailleurs, il a siphonné les voix de Valérie Pécresse. Alors, je peux vous dire, dans la Macronie, ils n'ont pas l'impression que la droite soit véritablement au poste de commande en ce moment, parce que l'objectif, hein, si vous écoutez le président de la République ces derniers temps, c'est la renaissance écologique et sociale. Et au fond, Emmanuel Macron, la lecture qu'il a faite de ce scrutin présidentiel, c'est que le gagnant idéologique de ces élections, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc ça laisse plutôt au gré d'un virage à gauche. Oui, enfin, ça peut être aussi surtout dans les apparences, parce que, excusez-moi, mais sur la retraite à 65 ans, il n'a pas poussé, enfin, il n'a pas changé. Il a dit oui, à un moment, il a dit 64 ans, après 65 ans, enfin, on ne sait plus. En tout cas, on sait qu'il va repousser l'âge de la retraite. Excusez-moi, ça me paraît quand même pas une mesure extrêmement progressiste. Bien sûr qu'il faut qu'il fasse semblant d'entendre, sauf qu'il ferait bien quand même se décider à déjà nommer son Premier ministre, parce qu'on a l'impression que, enfin, on ne sait pas ce qui se passe, que voilà, il prend son temps et tout. Je pense qu'il n'a pas à prendre son temps, parce que d'abord, il y a du boulot, et puis que lui-même, il faut aussi peut-être qu'il essaye de se mettre aux élections législatives, parce que c'est quand même un enjeu majeur, même si jusqu'à présent l'Assemblée nationale n'a pas eu grand-chose à dire sous son quinquennat. Bah voilà, il y a un Parlement, peut-être que la gauche peut gagner cette fois-ci, peut être en mesure de gagner, parce qu'on a quand même 3 blocs. C'est possible, quand on regarde les sondages, il y a vraiment 3 blocs. La gauche unie, je vous dis, c'est ça. C'est en cela où le NUP était indispensable, parce qu'il y a cette aspiration des électeurs de gauche qui ont envie d'être là et qui ont très peur quand on voit, parce que vous savez, il faut vraiment voir ce qui se passe avec l'extrême droite. Et c'est pas tous des fachos, les gens qui votent pour l'extrême droite, c'est faux. Mais il y a un malaise dans ce pays. Moi, je suis originaire du Pas-de-Calais, un des départements qui vote pour le plus Front National. Il faut voir comment sont les villages aujourd'hui, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Faut pas s'étonner que les gens votent pour, et ce vote populiste est extrêmement inquiétant. Et vous pensez que, par rapport à ça, Jean-Luc Mélenchon peut essayer de capter une part de ce désarroi-là? Oui, bien sûr. Et puis, globalement la gauche, parce qu'elle est porteuse de valeurs de progrès. À gauche que Jean-Luc Mélenchon. Alors, à gauche. Il y a Anne Hidalgo est toujours là. Je vous rappelle que c'est la maire de Paris. C'est la maire de Paris. Mais fort de cet insuccès à la présidentielle, sa voix est moins audible que jamais. Peut-être qu'elle n'est pas audible aujourd'hui, elle le sera à un autre moment. De toute façon, aujourd'hui, c'est le temps des législatives, elle n'est pas candidate. Laissons faire les choses et puis on verra. Vous savez, tout ça va se recomposer. Vous savez, la nature a horreur du vide dans tous les domaines et notamment en politique. Oui. Donc tout ça va se recomposer à un moment. De toute façon, aujourd'hui, qui peut savoir ce qui va vraiment se passer? On est aujourd'hui dans un espèce de flou qu'on n'a jamais connu, entre en plus cette période où on est encore dans le Covid, où on a cette guerre en Ukraine qui est quand même
terrifiante, mais vraiment terrifiante. Et puis cette politique où plus personne n'y comprend rien, où on ne sait plus où on est les uns les autres. Vous savez, moi, je suis pas un perdreau de l'année. Je fais de la politique depuis longtemps, tout en étant un militant associatif. J'avoue que j'y comprends plus rien depuis quelque temps. On est perdu, on ne sait plus où on est. Donc il y a un moment où il faut que tout ça se remette. Il faut qu'on se mette à travailler autrement. Moi, je vois à la mairie de Paris, on travaille comme des fous depuis des années sur un certain nombre de choses. On n'a pas été entendu. Eh bien, il faut qu'on se pose des questions pour être plus efficace, pour peut-être mieux communiquer aussi, parce que je pense que grâce à Anne Hidalgo, on fait des choses formidables dans cette ville et que parfois on entend des choses qui sont le contraire de ce qui se passe dans la ville. D'accord, donc vous pensez qu'il faut renaître aussi. La renaissance s'impose aussi sur le terrain municipal. On ne va pas renaître parce qu'on est là quand même. Puis, vous savez, renaissance. Oui, mais la renaissance, ça veut dire que d'abord, vous ayez une période d'enfance, puis d'adolescence où vous faites plein de conneries. Ouais. Donc, essayons d'être adultes quand même tout de suite pour pouvoir faire des choses. Peut-être que vous avez déjà passé cette période d'enfance et d'adolescence avec plein de conneries. Bien sûr, justement. Donc maintenant, on est adulte. Donc, on ne va pas renaître. Alors, j'aimerais à présent aborder avec vous une question qui vous est précieuse, celle du droit à une mort digne pour les personnes confrontés à une douleur insoutenable. Je rappelle la devise de l'association pour le droit de mourir dans la dignité que vous présidez. Il n'y a pas de principe supérieur dans notre République qui oblige les patients en fin de vie à vivre leur souffrance jusqu'au bout. Ce sujet, il a été absent du débat présidentiel. En tout cas, il a été absent du débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et son adversaire Marine Le Pen. Oui, tout à fait. Il n'a pas été absent parce que je pense que c'est la seule question de société. D'autres auraient pu émerger. Je pense que la question des drogues, qui est une question essentielle, qui n'a pas du tout émergé, le vote des étrangers, etc. Il y avait des questions. Celle-là, quand même, tous les candidats l'ont abordé. Et c'est important. Vous savez, on sort, et ceux qui ont vécu la Covid douloureusement, moi j'ai perdu ma propre mère de la Covid, qui ont vu ces morts terribles, avec des souffrances incroyables, qui n'ont pas eu le droit d'accompagner les leurs. Donc, qui ont vu que les moyens en France n'existent pas pour la fin de vie. Vous savez, aujourd'hui, les soins palliatifs, c'est à peine 20% des gens qui en ont besoin qui peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. L'argent n'a jamais été là. Donc chacun prend conscience qu'aujourd'hui, nos morts, on ne les sont pas traités comme elles devraient. Vous savez, on met beaucoup d'argent sur le début de la vie, et tant mieux. Et il faut continuer. Sur la fin de la vie, on n'est plus des citoyennes et des citoyens. Donc ça a posé la question de la fin de vie. Et la question de la fin de vie, c'est une question globale. C'est à la fois la question des moyens, parce que la plupart d'entre nous qui avons des graves maladies, nous mourrons dans les soins palliatifs. Mais il y a aussi des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Et c'est cette idée de pouvoir dire aux personnes, si à un moment vous n'en pouvez plus, vous avez le droit dans une république laïque d'éteindre la lumière et de pouvoir dire stop. Et aujourd'hui, évidemment, la loi ne nous permet pas cela. Alors, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'un consensus sur le modèle belge lui semblait possible et qu'il serait favorable à la convocation d'une convention citoyenne. Ça vous paraît... Il aime bien les conventions citoyennes. C'est fatigant, ça. Ça devient quand même très, très fatigant, parce que sur la fin de vie, on en a eu 50. Ça suffit, des rapports de tout le monde. D'abord, il faut qu'on arrête de donner des rapports qu'à des médecins, parce qu'ils nous traitent l'affaire d'une manière médicale. C'est une affaire citoyenne, c'est une affaire qui nous concerne toutes et tous, c'est à nous de décider. La chose intéressante qu'il a dit, c'est le modèle belge. Oui. Nous, on souhaite aussi le modèle belge. C'est quoi le modèle belge ? D'abord, c'est une loi sur les droits des patients. C'est-à-dire que vous, Anna Cabana, en tant que femme, c'est vous qui décidez ce qui est le mieux pour vous en fin de vie. Deuxième chose, une loi sur les soins palliatifs, pour l'accès universel, que chacun puisse en bénéficier. Et enfin, une loi qui vous permette de dire stop, soit dans le cadre d'une euthanasie, soit dans le cadre d'un suicide assisté. Donc maintenant, il faut faire la loi. Et il faut arrêter de faire des conventions. Vous savez, 9 Français sur 10 le demandent depuis. Tous les sondages le montrent. Et c'est du bon sens. Parce que moi, je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant du choix et de la liberté. Parce qu'aujourd'hui, a priori, on va bien tous les deux. Moi, je ne sais pas. Je vais peut-être avoir un accident tout à l'heure. Et je ne sais pas ce que je voudrais. Peut-être que je voudrais vivre jusqu'au bout, même si j'ai des souffrances atroces, parce que j'ai une belle histoire d'amour en ce moment. Ou peut-être parce que je sais que j'ai fini ma vie et que ces souffrances physiques ou psychiques, je ne veux pas les vivre. Eh bien, je dois avoir le droit. C'est un truc de bon sens. C'est un droit qu'on donne aux gens, c'est pas une obligation, parce que c'est quand même incroyable que dans un pays comme le nôtre, qui a la liberté sur tous les frontons, qui a l'égalité, qui a la fraternité, qu'on puisse pas l'avoir, alors qu'on n'est pas égaux face à la mort, que ceux qui ont de l'argent, ils peuvent partir en Suisse, et ça c'est quand même, moi j'ai encore accompagné quelqu'un au mois de juin en Suisse, si vous n'avez pas 15 000 €, et tout le monde n'a pas 15 000 €. Vous savez, sur le compte de ma mère, il y avait 1 000 € quand elle est morte. Comment on fait quand on n'a pas d'argent ? Il y a un vrai scandale, comme à une époque, les femmes qui avaient les moyens pouvaient se faire avorter à l'étranger. Les autres, elles avaient les faiseuses d'anges, et certaines en mouraient. Alors, vous avez eu en 2017 un long dialogue sur ce thème avec Jean-Luc Mélenchon sur sa chaîne officielle. Vous pensez que dans le cadre de cette NUP, précisément, ça pourrait être un sujet dont s'emparerait cette nouvelle gauche ? Alors là, j'ai aucun doute. D'abord parce que tous les partis de gauche aujourd'hui sont favorables.
Donc c'est quand même très très important. C'était pas le cas par exemple du Parti communiste il y a encore quelques temps. Et puis là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, je n'ai aucun doute, je le connais depuis longtemps sur cette question. Je l'ai entendu, je sais quelle est sa conviction. C'est d'ailleurs avec Anne Hidalgo aussi les deux personnalités politiques qui ont plus parlé de cette question-là. Et j'ai tout à fait confiance. Et si la gauche gagne, évidemment qu'il y aura ce droit. Mais je pense que Macron sera aussi obligé à un moment. On ne peut plus aujourd'hui avoir des gens qui fuient à l'étranger comme des parias pour mourir ou d'autres qui meurent dans des conditions atroces comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, maintenant, on va accueillir Nicolas Domnac qui vient mettre son grain de sel. Nicolas, bonsoir. Anna Cavana. Bonsoir à vous. J'ai suivi avec attention votre échange qui était par moments passionnant. Et par moments chiant, c'est ça ? Non, mais parce qu'à d'autres moments, je me suis interrogé. Par exemple, quand vous avez dit que c'était une élection mathiste, hein, on pourrait vous objecter que, au fond, celle qui a fait numéro 2 était une femme, Madame Le Pen, et qu'en plus, elle l'a fait sur une thématique de populisme maternant. C'est-à-dire, au fond, d'ailleurs, elle commence sa profession de foi, je suis une mère de famille, oui. Etc. Donc, mais votre observation n'est pas tout à fait juste, si je peux me permettre. Dans les propositions qu'elle fait, faut quand même reconnaître que on peut pas dire que ce soit très maternant et très protecteur. C'est plutôt excluant. Et donc une maman, elle est plutôt là pour rassembler plutôt que pour exclure. Et c'est vrai que pour moi, je ne la voyais pas de la même manière. Et vous voyez, c'est un peu assez amusant parce que dans la perception qu'on a de Marine Le Pen, on oublie son sexe souvent. Parce que comme elle porte des questions, et elle tient d'ailleurs des discours qui sont souvent ceux d'hommes, d'ailleurs il suffit de la voir sur des différents de ces sujets. Voilà, mais moi je dis que vraiment, et je l'ai pensé parce que je l'ai ressenti comme ça, et je le dis autant pour Valérie Pécresse que pour Anne Hidalgo. Je crois que réellement le fait qu'elles étaient des femmes, et pour Anne Hidalgo, le fait qu'elle avait des origines sociales, ouvrières, ne l'ont pas aidée dans cette campagne. Et alors, comment, à votre avis, a-t-elle encaissé le choc ? Parce que vous êtes passé très vite là-dessus, vous dites c'est injuste, mais comment, quand on a connu d'autres exemples historiques de chocs très durement ressentis, Jacques Chirac, qui a fait vraiment une dépression même, et là, ça se passe comment ? Écoutez, moi, je dis pas, si j'ai dit c'est injuste, je vais pas dire ça parce qu'en politique, ce qui est juste ou injuste, c'est un peu stupide si je l'ai dit de cette manière-là. Écoutez, moi, je la vois assez souvent, je déjeunais encore avec elle et certains élus hier. Moi, je suis stupéfait parce que je pensais quand même que, vous voyez, moi, j'ai pas l'investiture. Depuis quelques jours, j'ai un peu démoralisé, pour être honnête. On a travaillé, etc., énormément sur le terrain. Vous voyez quelqu'un qui arrive. Eh bien, elle, c'est un roc. Et c'est ça, moi, qui me sidère parce que quand je lis ce qu'on écrit sur elle, sur les réseaux sociaux, ces insultes qu'elle voit, souvent même si elle essaye de plus trop, mais par moments elle regarde quand même pour voir les tendances, pour voir ce qui se passe. Moi, je suis stupéfait de sa force. Et c'est ça que j'admire, parce que là, elle est repartie, on est sur les dossiers parisiens. Voilà, vous savez, à peine élue, personne ne l'a remarqué, elle est quand même allée à Kiev. Elle n'en a pas fait 3 tonnes comme certains, mais elle est quand même allée à Kiev parce que c'est important. On avait voté la citoyenneté d'honneur pour la ville de Kiev. Elle est repartie sur son cheval, alors que moi, si j'avais été à sa place, je pense que j'aurais été anéanti. Et je suis très surpris. Et le lien n'est pas rompu avec les Parisiens. Vous n'avez pas le sentiment quand même que quelque chose d'irrémédiable s'est passé et qu'au fond, elle aura du mal à aller jusqu'au bout de son mandat ? Ah, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. D'abord, vous savez, vous êtes quand même, vous suivez la politique depuis suffisamment longtemps pour savoir que ce qui se passe un jour est oublié souvent 6 mois après. Il y a une rapidité dans ce domaine qui est assez incroyable. Peut-être est-elle liée aujourd'hui aux réseaux sociaux et aux chaînes d'information. Mais en tout cas, non, moi, j'y crois pas parce qu'il y a un vrai travail sur le terrain. D'ailleurs, les gens, ils nous le disaient. Et nous, on l'aime bien, la maire, mais à la fin, c'était, nous, on veut voter efficace. Et puis avant, c'était, on l'aime bien comme maire, on n'a pas envie qu'elle soit présidente. Et je crois que les Parisiens, on le verra, parce que vous savez, aujourd'hui, on a beau enterrer ce qui se passe. Regardez toutes ces villes socialistes, etc. Si on regarde les scores, partout, c'est 2-3% pour les socialistes. Vous croyez réellement que Delga, que le maire de Nancy, que Martine Aubry, etc. sont à 2-3% à Paris ? Non, je pense que là, c'est le PS qui a été en partie sanctionnée, peut-être aussi des erreurs qu'on a pu faire pendant la campagne, mais vous verrez que les choses sont complètement différentes et que je ne crois pas que le lien soit rompu avec Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, quand elle est sur le terrain actuellement, les gens sont toujours à venir la voir, à vouloir faire des selfies avec elle, à vouloir discuter avec elle. Et vous ne regrettez pas de ne pas être allé avec Emmanuel Macron comme tant d'autres socialistes et comme encore plus nombreux ont été les électeurs socialistes ? Écoutez, moi j'ai à la fois des valeurs en commun avec Anne Hidalgo et une vraie affection pour elle. Elle a été là dans des moments terribles
dans ma vie, quand j'ai perdu mon mari dans des conditions où bien des politiques, puisqu'il est mort dans des conditions particulières, sont partis. Et je n'oublie pas ça. Et je crois, vous savez, en politique, parfois, il faut être fidèle. Et elle me le rend bien. Donc, je suis très bien avec Anne Hidalgo. Oui, mais ça n'implique pas une fidélité nouvelle pour. Mais j'ai les mêmes valeurs qu'elle. Là, c'est autre chose. Non, mais là, je vous parle d'Anne Hidalgo. Oui, enfin, je partage ses valeurs. Et après, on est dans une union de la gauche aujourd'hui. On va voir comment ça se passe. Ce sera une union où les uns et les autres, on devra être respectés. Et on n'acceptera pas n'importe quoi. On l'a dit sur l'Europe, sur l'Ukraine, sur les droits humains. Il n'est pas question de céder quoi que ce soit. Rien que le culte du chef, c'est pas rien que le culte du chef, c'est pas votre culture. Moi, là, on n'a pas de culte du chef, nous. Enfin, aucun. Quand vous participez à un meeting commun avec lui, quand j'étais pas organisé pour ce Vous n'étiez pas? Non, j'étais pas à ce meeting. Vous avez boycotté? Non, je n'ai pas boycotté, je n'ai pas été invité. Vous n'avez pas été invité? Non, je n'ai pas été invité. Comme je n'ai pas été investi, je pense qu'ils ne m'ont pas invité. Mais de toute façon, je n'avais pas l'intention d'y aller. Je pense qu'il faut encore qu'on définisse un certain nombre de choses. Voilà. Eh bien, merci, Jean-Luc Romero-Michel, d'avoir été notre invité.